Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des principes masculins et féminins. Et ce sera avec Elmasio Godson. Elmasio, bonsoir. Bonsoir à mon cher ami, puisqu'il est juste à côté. Bonsoir à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs sur toute l'étendue de la Terre, la planète bleue. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour parler des principes masculins et féminins. Oui. Voilà, merci. Oui, la toute première question, quand on parle du principe, dans une émission comme celle-ci, Idée, votre idée va directement vers quoi? Lorsqu'on parle de principe, tout de suite, je vois en tant que consultant en développement personnel et en stratégie de développement et également métaphysicien, je vois tout de suite d'abord les valeurs. Parce que qui dit principe dira forcément valeur, d'une certaine manière. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, il sera vraiment important, disons, d'aller au-delà de ce que les gens croient savoir sur ce que c'est que d'abord le principe ou un principe, et ensuite voir comment on peut comprendre raisonnablement les principes masculins et féminins. Bon, très souvent, quand on parle de principe, on est dans les matières scientifiques. Est-ce que vous n'êtes pas un peu étonné qu'on parle de principe dans une émission comme Idée? Bon, à partir du moment où la connaissance, toute connaissance sérieuse, se veut scientifique, il est tout à fait normal de pouvoir parler de principes, même en matière de développement personnel. Il y a trois choses dont il faut prendre en considération, La première chose, c'est que si on veut avoir une certaine stabilité, une durabilité dans le fonctionnement d'un système, il faut forcément quelque chose qui permet au système d'être et d'exister. D'accord? Et ça, c'est important. Ensuite, il faut un autre élément qui est l'élément de coordination du système. C'est l'élément qui va permettre de générer ce qu'on appelle les combinatoires. Et troisièmement, il faut que le système fonctionne. Donc voilà les trois éléments que sur le plan métaphysique, le métaphysicien va appeler principe, loi et fait, que le scientifique ordinaire va dire, bon, moi je vois l'observation, c'est-à-dire par l'observation je vois la chose, c'est le fait, je devine ou j'établis les lois, c'est-à-dire la récurrence qui permet de produire ce résultat pour pouvoir certifier de la durabilité du résultat dans le temps et dans l'espace, et ensuite j'établis que cette chose-là est. Et donc, je peux non seulement établir les traités de la chose, je peux mettre la chose dans ce que je pourrais appeler une récurrence, et je peux, à travers cette récurrence-là, produire des faits qui sont tenables, soutenables, vivables dans le concret. Donc, toute science sérieuse, honnêtement, repose essentiellement sur ces trois éléments principiels. Dans le domaine métaphysique, quand on parle du principe masculin, on fait allusion à quoi? Bon, il faut d'abord, avant de parler de principe masculin et même de principe féminin, il faut d'abord revenir sur le concept même du principe. Voilà. Parce que la chose, c'est-à-dire c'est quoi un principe? Qu'est-ce qu'un principe? Mais avant de venir au concept même de principe, je vais d'abord établir une matrice de réflexion. Parce qu'à partir de cette matrice-là, chacun pourra justement appréhender de lui-même ce dont nous voudrions justement parler. C'est lorsque, aujourd'hui, nous pourrions, et c'est vrai, faire la différence entre le symbole et la symbolique d'une chose. Il est très important qu'à un moment donné, on arrive à faire la différence entre le symbole et la symbolique. Le symbole, c'est le logo d'une chose. Le symbole, c'est également un concept. C'est à ce niveau que je vais arriver, parce que lorsqu'on énonce un mot comme principe, c'est à la limite un symbole mental, d'accord, un symbole intellectuel. Maintenant, au-delà du symbole,
il faut se poser une question. Quelle est la symbolique de ce symbole? Parce que la symbolique, c'est la dimension de ce symbole qui nous connecte à sa spiritualité, qui nous connecte à ses valeurs, qui nous connecte, et je vais le dire de façon plus simple, à sa transcendance et à son élévation. C'est important de comprendre que quand un symbole n'élève plus, c'est que ce symbole-là a perdu de sa symbolique. Nous avons des symboles au niveau national. Lorsqu'on sort un symbole et que ce symbole a été étudié suffisamment longtemps, il suffit juste de regarder le symbole et d'être connecté à la symbolique de ce symbole pour exprimer la force vive. Parce que sans la symbolique, rien ne peut s'exprimer vivement. Donc, à partir de ce moment, on comprend que la plupart du temps, nous utilisons des concepts qui ne possèdent plus de symbolique. On a beaucoup de mots qu'on a créés, mais qui n'ont plus de vie. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut aborder un concept comme principe, il faut forcément le prendre comme un symbole et ensuite entrer dans sa symbolique. L'origine, lorsqu'on définit le mot principe, on va dire tout de suite que c'est la cause première d'une chose. Mais lorsqu'on prend la cause, c'est un mot qui vient de l'Égypte antique, qui, dans la langue égyptienne, signifie simplement kos, c'est-à-dire KS, qui représente également l'os, c'est-à-dire quelque chose de principiel, car le corps n'est façonné que sur l'ossature de l'individu, et donc un principe est par essence quelque chose de pérenne, quelque chose de durable. Il va sans dire alors que le principe, ainsi vu, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Il ne faut pas s'emmerder avec la phrase. C'est-à-dire que c'est cette chose-là, c'est ça un principe, c'est cette chose, sans elle, la chose dont on veut parler, on ne peut justement pas en parler. Du coup, la chose n'existe pas sans cette chose qui est son principe. On dira alors que le principe est ce qui préexiste à l'existence. Et donc, il y a l'existence, il y a le principe de l'existence. La différence entre les deux, c'est que l'existence est faite de mouvements et de formes, alors que le principe est tout simplement au-delà de la forme et se trouve dans une dimension de non-mesurabilité. Et donc, cela devient en fait une valeur, cela devient quelque chose de fondamentalement spirituel, si on doit appeler un chat un chat. La deuxième définition du principe, c'est également la chose par laquelle la chose est la chose. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de création ex nihilo, cela veut dire que la venue ou la survenue à l'existence d'une chose passe avant tout par le principe, c'est-à-dire l'être-té de la chose. Donc, si la chose n'est pas, elle ne peut pas exister. Donc, c'est cet être-té-là, c'est-à-dire cette réalité préexistante à l'existence elle-même de la chose, qui a favorisé justement l'existence de la chose, est ce que nous appelons donc un principe. Il est donc important de le comprendre de cette manière. Maintenant, allons dans une forme de connaissance qui va nous permettre de mieux apprécier les choses. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Parce que la géométrie sacrée est ce qui structure toute la cosmologie. Tout le cosmos est structuré par une forme de géométrie. La géométrie, sa base essentielle, c'est que les choses sont précisément à leur place, que chaque chose est précisément à sa place. Et les choses ne peuvent être précisément à leur place que lorsque les choses procèdent des principes. Vous allez voir que la Terre tourne d'une certaine manière, la Lune, le Soleil, toutes les choses sont en harmonie, toutes les choses coexistent dans une forme d'harmonie, et donc ce sont les principes qui font la coexistence harmonieuse des choses. Il va sans dire alors que la géométrie sacrée nous permet d'appréhender qu'au niveau de la mathématique, on va le dire comme ça,
quand vous prenez l'unité, d'accord, l'unité, en tant qu'unité, possède en elle-même la possibilité de générer ou d'autogénération. On appelle cela le principe d'autogène. L'unité possède la possibilité de générer tous les nombres. Donc, vous ne pouvez pas prendre le 2, le 3, le 4, le 5 et ne pas trouver l'unité, puisque le 2, c'est 1, 1. C'est 1 plus 1, si vous voulez. Le 3, il y a toujours 1. Donc, l'unité est toujours fondamentale à tous les nombres. Donc, l'unité va être appelée cette première réalité qui va, en agissant sur elle-même, générer une dualité. Et donc, cette dualité est appelée la gémellité cosmique. C'est-à-dire, la gémellité, c'est les jumeaux. C'est deux principes jumeaux. Et ces deux principes jumeaux qui vont émaner de l'unité qu'on appelle l'unité androgyne, eh bien, ces deux principes-là, c'est le principe masculin et le principe féminin. Donc, il est important de comprendre que les deux principes, c'est-à-dire le masculin et le féminin, procèdent d'un principe premier et que ce principe premier ne disparaît pas à la génération des deux principes, mais que ce principe premier demeure même après l'hypostase des deux principes, et les trois constituent en fait une forme de trinité que nous appelons l'unité androgyne. Donc, quand vous parlez donc de principes, on doit forcément parler de principe premier, mais comme l'unité ne peut pas créer d'elle-même, elle a besoin de fonctionner avec une opposition, eh bien, cela va générer la dualité, qui est la gémellité. Et cette gémellité-là, en interagissant, va produire tous les autres nombres. Donc, voilà ce qu'on peut déjà appeler un principe. Lorsqu'on prend un principe, on retrouvera la loi et le fait. Et ça se trouve également au niveau cellulaire, au niveau biologique. Tout médecin vous le dira. Lorsque vous avez une cellule viable au moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, ça forme une cellule. Mais qu'est-ce qui se passe après? L'unité cellulaire va se diviser et va donner 2. Mais ce qui se passe après, c'est que chaque cellule va se dupliquer également et va donner 4. Et ce qui va se passer après, c'est que chaque cellule des 4 du quaternaire va se dupliquer pour donner 8. Et du 8, on va passer à 16. De 16, on va passer à 32. 32, on va passer à 104. Vous voyez, c'est impressionnant. Ça veut dire que nous avons une séquence de l'évolution au niveau de la multiplication cellulaire qui correspond exactement au fait que l'unité a généré 2 cellules. Donc, on revient encore au fait que le principe masculin et le principe féminin procèdent inévitablement d'une unité cellulaire. Et c'est cette unité cellulaire qui les a tout simplement générés. Donc, il ne faut jamais oublier que le masculin et le féminin sont toujours rattachés à l'unité. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez n'importe quelle représentativité du principe féminin et n'importe quelle représentativité du principe masculin, c'est-à-dire la femme et l'homme, les deux ont toujours tendance à vouloir se rejoindre pour retrouver une forme d'unité qui préexistait à leur autogène, à leur façon de venir de façon autogène. Voilà un peu ce qu'on peut appeler déjà un principe. Voilà. Et le rôle du principe dans l'être du monde et dans le développement du monde. Il faut savoir une chose, et la question, elle est très belle, elle est bien posée. Durant toute l'évolution de l'espèce humaine, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique, les hommes ont toujours recherché les principes universels qui codifient le fonctionnement harmonieux des choses. Ils ont observé la nature, ils ont vu comment la nature procède. Et à partir de ce moment, ayant appris de la nature, ils ont reproduit les mêmes principes de la nature et ils ont créé une nature dans la nature. Ce qui veut dire qu'aucun être humain ne peut vivre dans l'espace naturel s'il ne connaît pas les principes qui font fonctionner les choses dans cet espace-là, qu'il maîtrise ces principes et qu'il les reproduise dans son environnement personnel. Durant l'histoire, les principes ont eu plusieurs noms. En Égypte antique, on les appelait les Néchers ou les Nuturu.
de façon simple, on les considérait comme étant des divinités. Donc, si vous entendez le mot divinité quelque part, dans les religions, quelles que soient les religions, ces religions veulent tout simplement parler des principes universels. Parce que chaque principe représente une entité en soi, capable de générer des événements au niveau physique. Que ce soit le vaudou, on vous parlera de tel vaudou ou de tel autre, ce ne sont que des noms qui cachent en réalité des principes actifs, lesquels principes permettent d'agir sur le plan matériel. Car sans les principes, l'homme n'a aucune possibilité d'agir sur le plan matériel. Seuls les principes, d'accord, ont permis de concevoir l'avion et de faire voler les avions. Seuls les principes ont permis de fabriquer des voitures, des moyens de locomotion. Seuls les principes permettent de reproduire l'industrialisation de l'agriculture. On ne peut rien faire sans les principes. Donc, la recherche des principes, la maîtrise des principes, c'est ce que les grands scientifiques et maîtres spirituels de tous bords ont toujours appelé la connaissance. Nous sommes dans une réalité système qu'on appelle le cosmos, dont les lois doivent être connues. La science n'invente pas les lois. La science ne crée pas les lois ex nihilo, parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo. La science découvre les lois. La science vérifie les lois. La science maîtrise les lois. Et la science réapplique les mêmes lois. Les oiseaux volaient avant l'avion. Et donc, on n'a rien inventé, on ne fait qu'imiter la nature. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut comprendre que les lois apportent la possibilité à l'être humain d'être en ordre, en équilibre, en harmonie et en total amour avec lui-même et avec tout ce qui tourne autour de lui. Oui, ceci étant, vous avez dit connaître les lois de la nature. Pensez-vous que les humains que nous sommes, actuellement la vie que nous menons dans la nature, est-ce que les humains maîtrisent les lois de la nature? La question à se poser est la suivante. Est-ce que nous avons aujourd'hui une école qui enseigne les lois de la nature? Mais c'est d'abord ça la question. Parce que les lois de la nature sont connues. Elles ont toujours été enseignées depuis des milliers d'années. Il y a l'autre école, il y a d'autres formes d'écoles qui les enseignent. Mais l'école conventionnelle, qui est censée les enseigner, ne les enseigne pas. La question, vous la posez, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voulez demander à un enfant de respecter son père et sa mère. On part de ce principe simple, parce qu'il faut aller de façon terre à terre. Je m'amuse souvent en disant qu'il faut terrasser la connaissance. Nous voulons demander, voir un enfant qui doit en griffe, respecter ses parents. Nous trouvons que c'est normal, ou bien. Et nous aimerions que l'enfant comprenne ça. Alors, si nous amenons l'enfant à comprendre le principe premier et sa génération du principe jumelle, et que nous l'amenons dans l'univers comme étant un équilibre universel, que les principes masculins et féminins ne représentent pas directement ses parents, mais représentent d'abord un équilibre universel dont les parents ne sont que les représentations matérielles. L'enfant comprend tout de suite que tout acte qu'il pose contre ses parents, ce n'est plus un acte uniquement dirigé contre ses parents, mais c'est un acte qui va devenir contre nature parce qu'il va produire un désordre, un déséquilibre, une disharmonie dont il sera lui-même responsable et bénéficiaire. Car la nature a cette intelligence personnelle de rétribuer à celui qui a créé un acte son fait. C'est pourquoi on dit qu'une des lois de la nature dit expressément ceci. Ce que tu fais, te fait. Aussi clair que ça. Parce que par le fait même que tu fais la chose, tu amènes tout ton corps à admettre
non seulement la faisabilité, mais les conséquences de cette faisabilité-là. Du coup, avant même que l'acte négatif, on va le dire comme ça, ne puisse atteindre de façon néfaste l'autre, ça a déjà nui à toi-même avant d'aller. Même si l'autre ressent les résultats de façon instantanée, toi, tu meurs à petits coups. Parce que le désordre, le déséquilibre et la disharmonie que tu vas créer en toi vont quitter clairement ton esprit, puis c'est ça qu'il a réfléchi, tes émotions, et vont endommager tes cellules, et vont te positionner dans des endroits où tu vas assumer exactement les conséquences de ces actes. Beaucoup diront, c'est Dieu qui t'a puni. Mais Dieu, c'est le principe premier. Dieu n'est pas un être humain. Ce n'est pas un barbu avec... non. Il n'est pas africain, il n'est pas blanc, non. C'est un principe. Je dis c'est un principe, ce n'est pas une personne, c'est un principe. Et un principe n'a pas de religion. Un principe n'est pas religieux. Parce que ce qui est universel n'est pas religieux. Ce qui est universel est universel. Et la véritable religion, c'est l'univers, c'est la nature. Aussi simplement que ça. Un principe est impersonnel. Chacun personnalise le principe en lui donnant des noms différents. Mais il n'en demeure pas moins qu'un principe est impersonnel. C'est la capacité que nous avons de façon scientifique à démontrer non seulement le caractère impersonnel d'un principe, mais son efficacité et son utilité au sein de tous nos systèmes qui nous permettra de faire comprendre aux gens que la spiritualité, en fait, n'est pas une vue de l'esprit, mais que c'est de la science. Et que cela repose sur les valeurs de la nature. Et les valeurs de la nature ne sont ni bouddhistes, ni chrétiennes, ni musulmanes. Ces valeurs ne sont pas produites par ces religions. Une maison, c'est un univers, c'est un cosmos, c'est une matrice. Parce qu'on suppose qu'il y a le père et la mère, il y a les enfants. Ils constituent déjà une matrice de fonctionnement. Une maison, c'est une matrice. Parce que c'est là où tu nais, c'est là où tu meurs. Une matrice, c'est quoi? C'est là où on est, c'est là où on meurt. C'est comme une terre. On peut reproduire le schéma de façon fractale. De cette manière-là, on comprend que les mêmes lois qui gèrent l'univers sont les mêmes lois qui devraient gérer une société, et ce sont les mêmes lois qui devraient gérer une maison. Donc, en comprenant les principes masculins et féminins, qui ne sont pas uniquement directement liés à ses parents, mais qui sont liés au cosmos lui-même, et qui sont liés à l'individu lui-même, parce que nous sommes également masculins et féminins, je vais l'expliquer tout à l'heure, l'individu sait qu'il a tout intérêt à agir dans le sens des lois, et qu'il ne peut pas agir contre les lois, et qu'il doit les connaître, et qu'il doit maintenant les personnaliser dans sa civilisation à lui. Oui, si nous regardons la nature fonctionner, nous comprenons qu'il y a une intelligence qui a préétabli tout ce qui existe. Exactement. D'où viendrait cette intelligence qui a préétabli? Vous avez posé une question qui est un grand embarras pour beaucoup de personnes, mais en fait qui est très simple. Aujourd'hui, les scientifiques ont réalisé, grâce à la physique quantique, une chose extraordinaire. Ils sont arrivés à comprendre qu'il y a une conscience à l'arrière-plan des particules et qu'ils ont eux-mêmes dénommé la conscience universelle. La conscience universelle a toujours été, parce que même s'il n'y avait pas la conscience universelle, ce qui est son absence serait forcément la conscience universelle. C'est pourquoi je dis souvent avec ceux avec qui je travaille que l'absence de Dieu est Dieu. Pourquoi l'école conventionnelle n'enseigne-t-elle pas les lois de la nature? Il faut dire que si nous respectons les civilisations africaines depuis l'Égypte antique, on avait toujours enseigné les lois de la nature. Parce qu'on connaissait bien avant les lois de la nature, avant même Moïse. Ces lois étaient connues. On savait qu'il ne fallait pas prendre la femme d'autrui ni voler. Et il y avait même des interdits énormes pour ça en Afrique. Donc ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, il faut se poser une question simple. Quelle est la motivation des personnes qui gouvernent aujourd'hui le monde? Quelle est leur motivation? Leur motivation, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est la manipulation. Trois choses. Le pouvoir, le contrôle, la manipulation. C'est ce que les grands leaders du monde aujourd'hui veulent avoir.
Alors, quand les gens se positionnent dans cette motivation, il faut simplement donner de la désinformation, il faut présenter de l'illusion, il faut donner la fausse éducation. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Les gens vont à l'école, ils apprennent des choses inutiles parce que c'est ce qu'on a voulu qu'ils apprennent. Et de plus en plus, on les éloigne de la nature, alors qu'ils sont au sein même de la nature. Pendant qu'eux-mêmes, ils détiennent certaines lois, ils les étudient, et avec ces mêmes lois, ils manipulent les masses. Donc, il y a une intention cachée, qui est une intention de stratégie géopolitiquement parlant, de contrôle du monde, de maintien de l'ordre du monde, qui veut que moins les gens sont éduqués, moins les gens accèdent à la connaissance, plus ils sont dociles. Aujourd'hui, nous devons faire de l'éducation notre choix de vivre libre. Parce que c'est de l'éducation que vient justement la liberté. Il faut donc aujourd'hui repenser tout le système éducatif. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance qu'on a leur contrôle. Exactement. Maintenant, au cas où les gens ont cette connaissance, ont la maîtrise des lois de la nature, qu'est-ce qu'adviendra? Vous savez, le meilleur système qui puisse exister dans la nature, c'est la liberté et la conscience de la liberté. Vous savez, quand les gens sont libres et sont conscients de leur liberté, ils agissent toujours bien. Au moment où vous remarquez que les gens n'arrivent pas à accéder à cette connaissance pour se libérer et maintenant prendre leur envol, en tant que Togolais aussi, en tant qu'être humain, qui arrivait à vous projeter dans l'avenir et comprendre le langage de l'avenir, qu'est-ce que vous proposez pour que ça puisse marcher? Bon, la première chose que j'ai proposée il y a plusieurs années, c'est l'émission Idées. On peut constituer une banque de talents, de personnes dans différents domaines, de différentes compétences, et on met quelque chose ensemble pour le pays qui est étudié par beaucoup d'autres personnes à plusieurs échelles qu'on valide. Je pense qu'il faut reposer le débat et non simplement, disons, répéter comme des bénis oui-oui ce qu'on nous a appris dans les différentes écoles. Il faut aujourd'hui que nous repensions les choses par nous-mêmes. C'est pourquoi je dis que la véritable indépendance, c'est d'abord notre souveraineté spirituelle, notre souveraineté intérieure, notre souveraineté intellectuelle, mentale, notre capacité à nous autoproduire de nous-mêmes. Mais si vous me parlez d'une autre forme d'indépendance que nous devons fêter à chaque 27 avril, je dis nous avons un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de hauteur, suffisamment de réflexion, et ça va continuer à devenir un grand n'importe quoi. Un 27 avril, on peut créer simplement un forum national pour réfléchir. Ça peut le faire. Qui nous en empêche? Nous sommes libres de le faire. On n'a pas besoin de répéter le même schéma que tous les autres pays font. Nous avons à décider de notre destin. Et nous décidons de notre destin en toute lumière, en toute réflexion. Et c'est ce qui va honorer ceux qui sont morts pour l'indépendance. Quel est l'agissement de ces principes féminins? L'univers fonctionne comme une batterie. Cette batterie de l'univers, c'est pour dire qu'il y a une entrée et une sortie. Et que les deux s'interpénètrent. C'est ça qui forme un tout global. C'est ça qu'on appelle un univers. Mais à l'intérieur de l'univers, il y a deux grands courants. Un courant d'activité et un courant de réceptivité. D'accord? C'est-à-dire, il y a une émission de force vers l'avant, mais il y a également une réception de force vers l'intérieur. Et donc, l'univers fonctionne comme une boucle, comme une chose qui a une porte et l'autre vient rentrer dedans. Et ça se ferme, formant un univers, d'accord? Complètement uni. C'est ça qui donne l'idée même du cosmos. C'est ça qui montre le principe premier. Car rien ne peut être en dehors du principe premier. Et c'est ça l'univers, c'est ça la nature. Et donc, à l'intérieur de la nature, il y a ce qu'on appelle un principe actif et un principe passif. Le principe actif, c'est le principe masculin. Le principe passif, c'est le principe féminin. Jusque-là, on n'est pas encore au niveau de l'homme et de la femme.
Parce que l'homme et la femme ne peuvent même pas exister sans les principes qui devaient leur permettre d'exister. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse s'exprimait à travers les lois, il dit « Honore ton père et ta mère ». Beaucoup ont cru qu'il s'agissait du père physique et de la mère physique. En fait, au-delà des parents, il parlait des principes qui génèrent la vie. Car sans le principe actif et le principe passif, la vie ne peut pas exister. Donc, il n'existera pas l'ordre, il n'existera pas l'équilibre, il n'existera pas l'harmonie, et donc, il n'existera pas du tout l'amour, puisque l'amour, c'est le stade, disons, final. Donc, le principe féminin, c'est le principe de ce qui reçoit. C'est ce qu'on appelle la matrice céleste. Le principe masculin, c'est ce qui procède de ce qui donne. C'est ce qu'on appelle le principe actif, le donneur. Et lorsqu'on va revenir maintenant au niveau humain, appelons un chat, on verra que la femme, son intimité, ressemble justement à une matrice. Alors qu'au niveau de l'homme, eh bien, il a un tireur d'élite. C'est-à-dire qu'il a dans son intimité une érectibilité. C'est-à-dire sa capacité à être, à être devant. Donc, c'est ça qu'on appelle l'érection. Donc, quand vous prenez l'organe sexuel féminin et l'organe sexuel masculin, les deux sont la représentation exacte du principe féminin et du principe masculin. Comme par exemple le vice et puis son écrou, les deux doivent rentrer exactement comme l'univers fonctionne. Donc, le père et la mère sont la synthèse de l'univers et de son fonctionnement en tant que principe masculin et féminin. Donc, le papa, il est plus que papa. La maman, elle est plus que maman. Donc, enseigner le père à un enfant, c'est lui enseigner non seulement son père, mais lui enseigner plus que son père. C'est ce qui va faire de lui, s'il est un homme, un vrai parent, parce qu'il incarne des valeurs qui sont universelles. Mais quand les valeurs sont universelles, que vous changez de pays ou pas, les valeurs sont communes. Ça ne changera pas quand vous irez en Chine. Ça ne changera pas quand vous irez en Inde. Ça ne changera pas quand vous reviendrez en Afrique. Ce sont les principes, les valeurs universelles qui font l'humanité. Autrement, on serait des animaux. Notre capacité à mentaliser, c'est ça qui permet justement de nous différencier des animaux, parce qu'on produit de la réflexion. La réflexion, c'est le fait de penser la pensée. Et quand on peut penser sa propre pensée, on évolue. Mais quand on ne peut pas penser sa pensée de façon consécutive et séquentielle, suivant la procédure telle que je l'ai expliquée, 1, 2, 4, etc., l'animal ne le fait pas et donc l'animal reste à son niveau. Mais l'homme produit des civilisations de façon mathématique. C'est ça l'équation de la vie. Il est en mesure d'équationner les réalités de la vie et de produire des faits. Parce que son mental est supérieur et lui permet de le faire. Mais exactement, son mental lui permet de comprendre le fonctionnement de la nature et de créer l'ordre, l'équilibre, l'harmonie et la stabilité. Nous avons toujours voulu que nos sociétés soient stables. Pourquoi? Parce que nous avons ça dans nos gènes. Nous aimons tous la stabilité, nous aimons tous la paix. Personne ne peut me dire qu'il n'aime la paix. Tout le monde aime la paix. Parce que la paix est en nous. C'est une valeur dont nous sommes constitués. Ça fait partie de la partie féminine de nous. Parce que quand on parle de la paix, c'est féminin, c'est réception. Ouais. Donc, ces valeurs-là sont là. Il faut les enseigner. Il faut inviter la conscience des enfants à les étudier. Donc, le principe masculin et le principe féminin, c'est ça. On les retrouve également dans tous les domaines, hein, dans l'électricité. D'accord? J'ai donné l'exemple de la pile. À la maison, c'est pareil. Il y a plus et moins. Vous voyez, on les retrouve en toutes choses. Donc, il ne s'agit pas seulement des parents, il s'agit de la vie. Il s'agit également des relations. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, c'est la loi de la dualité. La loi de la gémellité, c'est la loi de la dualité. Ça veut dire que chaque chose a son contraire. Ça veut dire que quand je sors, je ne dois pas espérer rencontrer forcément quelqu'un qui est exactement comme moi. Parce que, oh là là, si tout le monde était comme moi, ce serait très bête. On ne se comprendrait même pas.
Si tout le monde... Les gens disent ça souvent. Vraiment, si tout le monde était comme moi là, les choses iraient mieux. C'est faux. C'est votre orgueil qui parle. Tout le monde ne peut pas être comme vous. La différence est la loi de la nature. Quand une cellule se divise, c'est qu'elle respecte la loi de la différenciation. Nous sommes différents et on doit l'admettre. C'est cette différence-là qui crée la magnifique chose qu'on appelle dans l'univers l'opposition. Car s'il n'y a pas l'opposition des forces contraires, il n'y aurait pas la vie. Mais est-ce qu'on a enseigné aux gens ce que c'est que l'opposition? Si ça avait été enseigné, les gens ne feraient pas l'opposition bête. Quel que soit le domaine où ils prennent l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui entretient la vie au sein d'un système dynamique. Et on ne devrait pas craindre l'opposition. Dans la vie de couple, on ne devrait pas craindre le fait que la femme soit plus intelligente, par exemple. Pourquoi craindre ça? C'est ça qui fait le jeu de la complémentarité. Il y a forcément quelque chose que M. Condor a que Godson n'a pas. Il faut avoir l'honnêteté intérieure et intellectuelle de le reconnaître. Il faut atteindre cette dimension que les vrais intellectuels appellent la dignité de l'objectivité et le reconnaître dans tous les domaines. Il y a forcément quelque chose que ceux qui nous regardent ont et que je n'aurai pas, que je n'aurai jamais, que je n'ai pas d'ailleurs. Et c'est justement pour cette raison-là que nous créons de la vie autour de nous. Quand vous sortez et quand vous voyez des gens faire des choses différentes dans la rue, c'est ça qui fait que vous vous sentez vivant. Vous imaginez que vous allez quelque part, tout le monde fait la même chose. D'ailleurs, même si on vous fait manger du riz tous les jours, du lundi au vendredi, et du vendredi à l'autre vendredi, et du 1er janvier au 31 décembre, vous allez devenir un rizophile. Mais ça va vous apporter quoi? L'organisme humain n'aime pas ça. L'organisme humain aime les différences. C'est normal que sur une terre, on soit différent, qu'on soit opposé, parce que c'est dans l'opposition qu'il y a la vie. Si, excusez-moi, téléspectateurs et téléspectatrices, si le pénis et le vagin n'étaient pas opposés, on n'aurait pas une douce friction qui nous procure le plaisir. Qu'est-ce qui nous procure le plaisir? C'est le contraste magnifique, merveilleux entre l'organe féminin et l'organe masculin, leur douce friction qui nous procure le plaisir. L'opposition, c'est la douce friction qui donne le dynamisme à la vie. Mais il faut qu'on enseigne aux gens. Voilà ce que moi j'appelle les valeurs. Moi, j'enseigne déjà à mes enfants à penser différemment de moi et à être mieux que moi. C'est ça la responsabilité des parents. Pensez que les enfants soient différents de vous et qu'ils soient mieux que vous. C'est en ça que vous êtes un parent. Un parent, c'est celui qui permet aux gens de grandir. Un parent, c'est ça. C'est celui qui permet aux gens de grandir. On peut considérer le gouvernement et l'Assemblée nationale comme étant nos parents. Vous voyez, les deux doivent nous permettre de grandir. On peut considérer la mouvance et l'opposition comme étant nos parents. Les deux doivent permettre aux citoyens de grandir. C'est comme ça la vie. Et il ne peut en être autrement. C'est la coexistence amoureuse, pacifique, magnifique, douce friction des contraires. C'est ça le principe masculin et féminin. Quand on est amoureux, on est content, non? Ouais. Mais si tu étais amoureux et que l'autre qui est devant toi, c'est encore toi, ça te procure quoi? Rien. Eh bien, ça ne te procure rien. Mais quand c'est une femme, en tant que femme, et tu es un homme en tant qu'homme, et quand tu enlaces ta femme, tu es content. Parce que ça te procure de l'électromagnétisme. Tu es l'électricité, elle est le magnétisme. Et vous interchangez les énergies. C'est comme ça, ça marche. Et oui, donc, par rapport à cela, comment les humains doivent vivre par rapport à ces principes masculins et féminins? Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on fasse la différence. Je le dis souvent, il faut qu'on fasse la différence entre être intellectuel et être intelligent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont très intellectuelles, mais qui manquent totalement d'intelligence. Je n'insulte personne, je suis réaliste. On croit que le fait d'avoir été longtemps à l'école
et de savoir utiliser les mots, et de savoir citer des auteurs, et de savoir réfléchir les situations, est une forme d'intelligence. Non, c'est de l'intellectualité. Mais les plus grands intellectuels ne sont pas forcément intelligents. L'intelligence n'est pas liée au cerveau. Il faut arrêter de comprendre autrement les choses. L'intelligence n'est pas liée au cerveau. C'est le mental qui est lié au cerveau. L'intelligence est liée au cœur. L'intelligence est liée au cœur. Vous voulez trouver l'intelligence, c'est dans le cœur. C'est là que Dieu a placé l'intelligence. Mais donc, si vous êtes dans la tête, vous allez penser. Et vous allez tellement penser, vous allez raisonner tellement que vous ne sentirez pas la souffrance des gens. Parce que ce que le mental connaît, ce ne sont que les calculs, les suppositions. Le mental n'est pas empathique. L'intelligence, oui. C'est pourquoi il faut faire la différence. Du coup, quand on revient sur cette base-là et qu'on accepte qu'on peut être intellectuel sans être intelligent, on devient humble. C'est la première étape. Et à partir du moment où on devient humble, on accepte d'aller, et je vais le dire autrement, à l'école de la vie. Pas à l'école que nous avons créée, mais à l'école de la vie. Comment la vie elle-même est supposée faire les choses telles qu'elle le fait toujours et que nous devons comprendre. Donc, on revient à cette pensée métaphysique. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est cette remise en cause qui nous permet d'aller à l'école de la vie. Et il n'y a pas d'âge pour aller à cette école de la vie. Vous allez voir que dans les entreprises, on recrute des gens compétents. Et je ne doute pas de leurs compétences. Et je n'en douterai pas dans la mesure où on fait faire la même chose à un ordinateur. Il suffit de lui donner les données et l'ordinateur fait pareil. Donc, les gens compétents, on peut les produire. Mais quand vous les mettez ensemble dans une société, souvent, ils ne vivent pas en équipe. Ils ne savent pas vivre en équipe. Et donc ça, leurs diverses compétences sont incapables de le faire. Parce que ça, c'est de l'intellectualité. Ils sont capables de produire ce qu'on leur a appris. Mais pour vivre en équipe, il faut être intelligent. Il faut accepter la différence et accepter ce que l'autre t'apporte. Et accepter interchanger avec l'autre dans une parfaite équité. Ça, c'est les intelligents qui font ça. Donc, l'homme intellectuel dira « j'ai toujours raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison », même si sa raison va le conduire dans la bêtise. L'homme intelligent, il acceptera même d'avoir tort à condition qu'il reconnaît qu'il fera avancer les choses. Vous voyez, il y a des différences que nous remarquons entre les gens qui se disent intellectuels mais qui ne sont pas intelligents. Et ça ne construit pas une nation. Nous avons tous un enfant en nous. Nous avons tous l'enfant en nous, doté de l'innocence, doté de la pureté et doté de la capacité de transcendance. Nous devons reconnaître qu'il y a une autre forme d'école à laquelle nous sommes obligés d'aller si nous voulons créer au sein de nos sociétés les valeurs universelles qui font de nous des êtres humains et qui nous permettent de vivre décemment, dans la dignité. Et ça, c'est dans l'hymne national du Togo, dans la dignité. Je dirais même dans la dignité de l'objectivité et de pouvoir maintenir l'ordre, l'équilibre, l'harmonie à tous les niveaux. Je pense que c'est ce qui est important. Et en ce moment, dans cette nouvelle école où nous pouvons aller, qui sont les enseignants? Non, mais si je commence à parler de moi, les gens vont dire qu'il fait la publicité pour lui. Moi, je voudrais que tous les parents d'élèves, tous ceux qui se disent parents, tous ceux qui se disent père et mère, décident de, excusez le terme, de se mettre ensemble. Parce que c'est ce qu'on ne fait pas. Décident de dire quelle est la forme d'éducation que nous souhaiterions avoir qui fasse de nos enfants tel modèle. À partir de ce moment, ce sont les parents qui ramènent l'éducation de la vie dans les écoles.
Et l'éducation de la vie, ce n'est pas la morale qu'on nous enseignait avant, non. Il faut arrêter d'inculquer les choses aux enfants. Il faut les amener à s'éveiller. L'éducation, c'est s'éveiller. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est l'éveil. Quand vous avez un peuple éveillé, vous n'avez pas besoin de répéter au peuple « on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça ». Le peuple même sait. Vous allez dans certains pays développés, les gens savent déjà comment se comporter dans certaines situations. Mais dans nos pays africains, bon non, on s'en fout pas mal. Il faut voir le passé. On s'est amélioré. Mais aujourd'hui, il y a des choses que le Togolais ne fera plus jamais. Alors qu'avant, il le faisait. Ça veut dire qu'il peut encore aller plus loin dans sa propre éducation pour maintenir une certaine dignité personnelle et une stabilité nationale. Donc je crois qu'il faut repenser l'éducation. Si vous êtes donné de comparer le monde, l'être humain tel que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous avons acquis par la technologie, par la science et l'être humain hier qui vivait en contact avec la nature, qui a plus aujourd'hui maîtrisé les lois de la nature? Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la nostalgie du passé, sans savoir ce que ce passé a été. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la technologie ou le monde moderne aujourd'hui, tel qu'on le voit, ne devrait pas nous empêcher d'être en contact avec la nature, puisqu'on est en contact avec la nature que grâce aux lois de la nature. Donc, on pourra dire que, de par le passé, vu le fait que les gens étaient dans un processus d'évolution, ils étaient directement en contact avec la nature et ils comprenaient la nature. Ils savaient ce que la nature attendait de nous et ce que nous étions censés faire. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie beaucoup plus artificielle. Notre vie se trouve beaucoup plus dans notre propre tête, non plus dans la nature. À partir de ce moment, nous sommes en désunion avec la nature et par cette désunion-là, on en subit les conséquences. Je donne un exemple simple. C'est le coronavirus, puisque c'est déjà considéré comme le mal du siècle. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est en face de virus. Mais il faut remarquer que malgré les technologies, on n'est pas arrivé à maîtriser le virus. Et pourtant, on pouvait y arriver. C'est parce que les hommes ne sont plus en contact avec la nature. Parce que si les gens étaient en contact avec la nature, la première chose à laquelle on devait penser, c'est quelles sont les possibilités pour les humains de développer une immunité collective. On ne devrait pas faire la course aux médicaments. Parce que nous savons tous, par le phénomène de l'effet placebo, que les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments, on les appelle en anglais « drugs ». Ce sont des drogues. Ça donne l'impression de soigner, ça soulage, ça endort le mal, mais le mal est là. C'est pourquoi on l'appelle « drugs ». Ce sont des drogues qu'on donne. Aucun médecin sérieux ne vous dira que les médicaments guérissent. Il vous dira que les médicaments favorisent la guérison, mais il aura l'honnêteté intellectuelle et la dignité de l'objectivité de vous dire que le médicament favorise la guérison. Et on revient toujours à l'effet placebo, où l'individu, on lui fait croire que c'est un médicament, il prend le médicament et le corps guérit, parce que c'est notre esprit qui guérit. Et notre esprit est directement lié à notre système immunitaire, qui est au niveau donc de notre cœur. C'est dans la glande qu'on appelle le thymus, les médecins connaissent ça, qui est le système immunitaire. Donc, si on était dans la nature et qu'on n'avait pas toutes ces technologies-là, quelle était la première chose qu'on ferait? C'est de développer l'immunité collective. J'aurais souhaité te garder plus que ça, mais la régie nous fait déjà signe qu'il est l'heure. Je les salue et je leur présente toutes mes excuses. Ouais, avant de te laisser partir, certainement que tu as un message de conclusion. Bon, je pense que la thématique, elle est très bien choisie. Maintenant, il faudrait que chacun, à son niveau,
puissent se poser la bonne question. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire de la questionologie un art. Si nous ne savons pas poser la bonne question, nous n'aurons jamais la bonne réponse. Et donc, c'est la question qui nous fait faire notre propre quête vers ce que nous voulons savoir. Alors, réfléchissez bien à la question. J'invite ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont gouvernés à repenser la question de ce que nous voulons vraiment faire ensemble, de ce pourquoi nous sommes là, de ce vivre ensemble, de cet amour ensemble. En nous posant la bonne question sur notre passé, notre présent et sur notre avenir, nous pouvons trouver la solution qui nous arrange tous. Car nous sommes condamnés, même si je n'aime pas trop ce mot, nous sommes condamnés à vivre ensemble, avec nos différences, qu'on le veuille ou pas. Une fois qu'on l'accepte dans son état d'esprit, une fois qu'on sait qu'on n'y peut absolument rien et que c'est même dans nos gènes et dans nos cellules, qu'est-ce qu'on fait? On trouve tous les moyens pour vivre ensemble comme des frères. Je vous remercie. Voilà, merci Elmas Gorson. Merci à notre réalisateur du jour, Akakpo. Merci à tous les techniciens, tous ceux qui ont contribué à ce que vous, téléspectateurs, vous receviez cette émission chez vous. Vous, téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à votre émission Idées. Aujourd'hui, nous avons parlé des principes masculins et féminins. Gorson est notre invité et nous a éclairé sur la thématique. Si demain, l'émission Idées demandait à Gorson de revenir, quelle sera ta réponse? Oui, tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Ainsi, en attendant de vous retrouver la prochaine fois, je vous dis bye bye.